Je pense qu'il faut aussi le prendre sur la question de l'égalité et de l'égal accès, quel que soit le genre, à n'importe quel sport. Et du coup, c'est par ce prisme-là pour moi que je peux rentrer. Je vais pas dire aux étudiants, dites aux enfants qu'il faut faire du sport et aux parents qu'ils fassent du sport, et cetera, même si personnellement je le pense. Mais plutôt sur la question d'un égal accès à toutes les pratiques sportives, quel que soit le genre. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour le pro. Cette fois-ci, nous sommes à Lyon au congrès Cultiver l'avenir. On prend quelques minutes pour recevoir Karine Delon. Merci d'être avec nous et de prendre ce temps-là. Je sais que tu es très à l'aise devant les caméras, donc ça va être très sympathique, tu verras. Karine est formatrice donc pour des assistants sociaux et assistantes sociales. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Oui, absolument. Donc, pour l'école Océlia, qui supporte le projet et qui nous accompagne dans le projet Congrès Cultiver l'avenir. Donc, on a envie de parler avec toi d'un sujet particulier. J'aimerais ça que tu nous expliques d'abord ton parcours un petit peu pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Tu as fait des études, tu as fait différentes choses. On aimerait ça t'entendre sur ton parcours. Je pense que parce qu'on est à Lyon, on va faire différemment de d'habitude. Oui. Normalement, on ouvre toujours avec une question. Comment est-ce que tu étais comme enfant? J'avais vu la question, j'avais regardé le podcast. Comment j'étais enfant? J'étais une enfant qui aimait prendre de la place, je pense, qui aimait se déguiser, faire du théâtre, jouer. Et j'étais une enfant plutôt libre dans le mouvement, voilà, beaucoup dehors, et pas du tout sportive. Qui est quand même un des sujets qu'on va parler, aborder. mais dans un tout petit village, loin de tout. Je suis curieux, à quel moment c'est venu pour toi le sport dans ta... Le sport, il est venu tardivement, 25 ans. Comme j'ai toujours 25 ans, c'était hier. Mais du coup, j'ai commencé à faire du sport parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé très longtemps, pendant plusieurs années. Et donc, comme beaucoup de monde, j'ai fait du sport pour pas prendre du poids. Au début, c'était comme ça. Et puis, ça fait partie de mes habitudes de vie. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autrement et vivre sans sport. Voilà. Eh bien. Tu as réfléchi beaucoup sur cette question-là. En fait, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton master pour un peu planter le décor et qu'on sache d'où vient cette réflexion-là, parce qu'on comprend que ça te rejoint personnellement, mais on imagine aussi que tu es venu chercher d'autres outils, d'autres tremplins là-dedans. Oui, alors du coup, pour expliquer un peu le parcours, donc j'étais assistante sociale pendant plusieurs années, principalement auprès d'un public migrant, demandeur d'asile à Lyon. Et puis après, je suis arrivée au CELA et je suis repartie faire des études. Donc, j'ai fait un master études de genre en sociologie à l'université à Lyon 2. Et dans le cadre de mes études, j'ai majoritairement travaillé sur la question des pratiques sportives chez les mères, mais aussi tout ce qui est autour de la socialisation sportive des enfants et comment ça construit des corps et aussi des corps différenciés chez les petites filles et chez les garçons. On ne demande pas la même chose chez les petites filles et chez les garçons. Ça ne prend pas la même place dans l'espace public. Il suffit de regarder, vous êtes à Lyon, allez sur les quais du Rhône, regardez qui sont les personnes qui occupent les espaces de street workout, qui courent. Alors, quand il fait jour, on va voir des femmes. Quand il fait nuit, on verra moins de femmes, etc., etc. Et donc, j'ai travaillé sur ces questions-là, à la fois parce que ça me rejoint personnellement, également parce que je pense que c'est un enjeu de santé publique, aussi parce que le sport, ça fait partie de la vie de beaucoup de citoyens. Et puis, c'était aussi la grande cause nationale chez nous l'année dernière dans le cadre des Jeux il paraît qu'il y a eu un petit événement minime en France. Voilà. Et puis parce que le sport, ça rythme aussi la vie des gens. Et ça, pour moi, c'est aussi un bénéfice sur les questions de santé mentale, de prendre soin de soi, et aussi de prendre soin des futurs adultes de demain en donnant ces espaces-là aux enfants. Justement, tu parles de ça, tu parles nous, évidemment, on va s'intéresser un peu à cette portion-là, même si on comprend que le sport vient toucher toutes les générations, autant les personnes âgées d'ailleurs que toutes les autres générations. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est évidemment la petite enfance. En fait, qu'est-ce qui t'a allumé dans ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ou qu'est-ce qui t'a conforté dans tes convictions? On ne parle pas de sport dans la toute petite enfance, en tout cas dans les politiques publiques. Et notamment, il y a un référentiel national de l'accueil sur le jeune enfant qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On parle de motricité. Il faut développer la motricité des enfants ou de la motricité libre, ne pas entraver le mouvement. Mais on ne parle pas de sport en soi.
Donc, que ça soit dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, les relais petite enfance, ou même à la maternelle chez nous qui est de 3 à 6 ans, on parle de salle de motricité. Donc, de courir, sauter, la coordination, etc. Mais on ne parle pas de questions de sport, ou en tout cas, on ne le dit pas clairement. Et mine de rien, le discours, il est nécessaire en fait pour permettre aux gens de s'en saisir. Donc, on parle de la motricité, mais on ne parle pas non plus de pratique sportive en tant que telle. Qu'est-ce que tu fais comme différence? Es-tu capable de nous définir ça? Parce que pour toi, tu as beaucoup réfléchi sur cette question-là, mais moi, je ne fais pas forcément une différence. Ben, je peux la saisir un petit peu là, mais Ça pourrait être bien de le clarifier de toute c'est façon. ça, la motricité versus une pratique sportive pour un enfant qui a 3 ans. Est-ce que c'est une histoire d'engagement? C'est une histoire de durée? Est-ce que les objectifs sont différents? Comment tu perçois la différence de ça? Quand on est sur de la motricité, il me semble, on va s'assurer que l'enfant correspond à des étapes d'un développement psychomoteur adéquat en fonction de l'âge. Alors je vais prendre dans un versant plutôt, on va peut-être s'alerter quand l'enfant il n'est pas en mouvement, quand il va être dans la capacité de coordonner, de sauter. Les professionnels ou les maîtresses en école maternelle vont avoir une alerte sur quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de la norme. La pratique sportive, pour moi, c'est plutôt, moi je le définis comme ça, plutôt un mode de vie de développer le mouvement et de se mettre en mouvement, quel que soit le sport. Ça peut être taper dans un ballon, marcher dehors, faire du yoga avec son enfant, je sais pas, quelque chose, danser avec son enfant, et que le corps soit en mouvement, qu'on bouge. Les enfants en France, en tout cas, moi je connais pas très bien le Québec, mais un jour tu viendras. Un jour je viendrai, mais en maternelle, on est quand même s'ils ont des espaces de jeu, on est quand même très contraints et très à l'intérieur. Encore plus après en primaire. Vous n'avez pas d'obligation de sortie extérieure, par exemple? Ils ont des temps de récréation, ils ont des temps de motricité, il peut y avoir des projets pédagogiques, etc. Mais il n'y a pas d'école du dehors ou d'école en forêt ou d'école en nature. Il y a des choses qui peuvent se développer, mais dans des endroits très ponctuels, mais ce n'est pas quelque chose qui est incorporé dans notre système d'éducation nationale. Culturellement, c'est encore pas tant… OK. C'est intéressant. Au Québec, actuellement, depuis 1 ou 2 années, peut-être un peu plus, là, les matinées, régulièrement, je ne saurais pas dire exactement la récurrence, mais c'est des marches d'1 heure. OK. Ils partent avec les enfants, puis ils vont prendre des marches pour s'activer le matin, pour être capable de… Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir un peu les différences. Pour les plus grands, maintenant, il y a des obligations depuis l'année dernière, notamment à partir de 6 ans, ce qu'ils appellent les APQ, les activités physiques quotidiennes, qui obligent, au-delà du temps sportif délégué dans le planning de la classe primaire, avec un éducateur sportif. Primaire, juste pour… c'est à partir de 6 ans. Voilà. Okay. 6 ans chez nous jusqu'à 11 ans, 12 ans, avant l'entrée au collège. Et donc, ce qu'on appelle les APQ, c'est 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour. Okay. Ça, c'est ce que demandait depuis la rentrée de cette année, en lien aussi avec Grande Cause nationale du sport, nouvelle stratégie nationale du sport 2023-2027. Tu penses, par les Jeux Olympiques un petit peu, par le fait que la France soit un peu plus impliquée là-dedans poussé par une volonté politique. Par exemple, il y a une volonté politique sur le savoir nager, savoir pédaler. Savoir nager pour éviter les risques de noyade, qui sont aussi une réalité quand même assez conséquente en France. Et le savoir pédaler aussi pour des questions de sécurité routière. Mais pas plutôt dans une question d'éviter ou de lutter contre des accidents domestiques, dramatiques, etc., que de promouvoir une activité physique. Et du coup, plutôt on est lutter contre plutôt que de promouvoir pour. Comment tu l'intègres? En fait, on comprend que tu as été touché par cette question-là, que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, en fait, parce que tu y vois, je crois, un intérêt pour la petite enfance dans le développement, etc. Comment toi, d'abord, tu l'intègres dans ta pratique d'enseignante, pas d'enseignante, mais de formatrice? Comment tu l'intègres pour ces jeunes assistants sociaux ou assistantes sociales puissent… le faire vivre dans leur pratique auprès des enfants, des familles. Qu'est-ce qui te porte de ce que tu as appris dans la transmission de tout ça? Comment tu le transmets? Je ne sais pas si ma question est très claire, elle est très longue, comme d'habitude. Je crois que c'est la question de l'égal accès qui m'anime. Qui m'anime aussi parce que la réalité, c'est qu'à partir de 4 ans, il y a déjà une pratique sportive différenciée entre les petites filles et les petits garçons.
et que on incorpore par aussi des questions de genre que les petits garçons, ils peuvent faire, ils peuvent être forts, ils peuvent aller vite, etc. Et que les petites filles, elles doivent rester à une certaine place. Souvent, je prends aux étudiants, je leur donne un exemple, je leur dis, bah, moi, j'ai le souvenir qui est un souvenir personnel. Je suis dans un parc pour enfants, j'ai récupéré mon fils et il y a 2 enfants âge similaire, environ 5 ans, et ils font le cochon pendu. Ils ont la tête en bas, les pieds au-dessus d'une barre, et la petite fille est en jupe, la jupe donc se baisse, on voit sa culotte. Et elle se fait disputer. Elle se fait rappeler à l'ordre en disant « Une petite fille, on ne doit pas avoir sa culotte, descends de là et remets-toi à ta place. » Et en gros, remets ta jupe correctement. Et le petit garçon, lui, il a continué à être un cochon pendu. Et je me dis, bah, elle a 5 ans et on lui demande déjà de rester à une place bien précise, de ne pas se mettre en mouvement. Et on le voit dans l'espace public, il y a plein d'études aussi sur les cours de récréation aujourd'hui en France pour dégenrer les cours de récréation. C'est-à-dire qu'il y a eu des études sur des géographies du genre, que les garçons prennent toute la place dans la cour de récréation et que les petites filles sont dans les coins. Et pour moi, c'est la question de l'égalité. Tout à l'heure, il y a une conférence d'une de mes collègues sur les questions de précarité, pauvreté. La réalité, c'est que les classes sociales qui bénéficient d'une pratique sportive sont des classes sociales aisées parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont du temps pour emmener les enfants, parce qu'ils ont de l'argent pour acheter le matériel, etc. Pour certaines pratiques sportives, pas pour toutes, hein, mais voilà, quand vous faites de l'escrime ou quand vous faites certaines pratiques qui nécessitent un coût financier, ils peuvent y avoir accès. Et ceux qui sont plus défavorisés, qui sont aussi moins dans les crèches, c'est ce que je fais le lien avec la conférence de tout à l'heure, 18% des familles en précarité accèdent aux établissements d'accueil des jeunes enfants en France. Et du coup, bah, ils bénéficient déjà moins de places en crèche, qui sont des espaces de socialisation, permettent de développer la question de la motricité, de l'art et de la culture. Et en plus, de fait, dans les études, ils n'ont pas accès non plus à une pratique sportive. Fait que c'est une espèce de cercle de la pauvreté qui se nourrit lui-même. Ouais, c'est ça. Puis, comment on combat justement ces inégalités-là? C'est quoi? Je comprends qu'il n'y a pas une solution unique qui va, une baguette magique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable Karine, présidente du ministère des Sports, bien sûr, en plein changement gouvernementaux en France. C'est difficile parce que c'est pas non plus rajouter une charge mentale et une charge aux parents, en l'occurrence les mères, parce que c'est les mères qui font la charge d'être parents et la charge domestique. Et c'est pas de leur dire bah, faites plus alors que vous avez moins. Voilà, trouvez du temps, débrouillez-vous et emmenez vos enfants à des pratiques sportives. Voilà. Pour moi, c'est aussi une question de politique publique. C'est aussi une question d'inclure de travailler, oui, avec les parents, de les sensibiliser en tout cas. Après, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont à un moment T, mais de leur montrer que le sport pour eux, mais aussi pour les enfants, parce que, je vais finir ma phrase parce que moi aussi je vais dans tous les sens, pour eux et pour les enfants, c'est important. C'est important pour prendre soin de son corps, c'est important pour plus tard adulte prendre soin de sa santé mentale. C'est important aussi en termes de prendre soin de sa santé tout court. Et puis, ça se transmet aussi par le goût du sport. Ça, c'est les études sociologiques qui disent. Elles se transmettent souvent par l'exemple des parents. Par mimétisme. Et du coup, plus on voit ses parents faire, plus on fait comme ses parents. C'est comme la lecture, c'est comme un certain nombre de choses, l'art, etc. Ça a été prouvé dans maintes études sociologiques. Mais on n'est pas obligé non plus, pour faire une pratique sportive, de se dire bah, tous les matins, je vais me lever, je vais aller à la piscine. Déjà, c'est contraignant, il faut aimer l'eau et les carreaux, etc. Ça caille au Québec, on se souvient qu'il fait moins 25. Mais c'est de se dire, bah, en fait, ça peut être simple. Ça peut être aller dehors et taper dans un ballon. Ça peut être, on a un parc pas loin ou une forêt, aller marcher ensemble en famille. Et au lieu de dire, bah, voilà, en France, on est très sur lutter contre les écrans. Bah, au lieu de dire lutter contre, bah, comment on peut faire autre chose, en fait. Au même titre qu'on peut faire un jeu de société, on peut aller lire, voilà, sur d'autres choses. Dans le vocable, en fait, toi, tu parles de ça. Depuis le début, tu parlais de ça aussi, c'est comment je m'imprègne du vocable pour amener une déculpabilisation des pratiques et en fait de l'intégrer dans un concept de vie, finalement. Parce que le discours, il dit quelque chose de soi et il dit quelque chose d'une volonté politique. Et donc, le premier endroit où ça commence par le discours. Dire aux gens, faites du sport, bah, c'est comme dire, perdez 10 kilos. Franchement, on peut me dire perdre 10 kilos, franchement, c'est un peu pénible déjà. Déjà, c'est un peu pénible. Et puis, je vais le vivre comme une injonction. Et du coup, comme j'ai un petit côté rebelle, forcément, je vais aller à l'encontre. Ça ne veut pas dire que je vais prendre 10 kilos, mais je vais dire, bon, bah, ça ne m'intéresse pas, voilà, je vais le mettre de côté.
Si on dit, on montre aux gens, je sais pas, on parlait d'ouverture des crèches, on pourrait aussi parler d'ouverture aux écoles maternelles, du travail des associations de parents d'élèves, etc. Et de faire différemment et de dire, bah voilà, on va dans le dehors, ça peut être simple. Bah, peut-être que les gens, ils s'y intéresseront et puis ils feront peut-être d'abord pour eux en tant qu'adultes, mais ils vont montrer, pardon, excusez-moi, l'exemple aussi aux enfants. Et toi, comment je dirais ça, tes exemples ou tes soutiens là-dedans, c'est de dire, habitue-toi à un vocable plus positif par rapport Oui. à ces saines habitudes de vie ou à la pratique sportive. Puis en tant que directeur de crèche ou responsable de crèche, ou je ne sais pas c'est quoi justement le vocable qui est utilisé en France, mais en tant que personne accompagnante d'enfants ou d'équipe, d'amener en fait un contexte qui permet aussi à la fois matériel et d'espace, qui permet ces pratiques sportives. Oui, ça c'est un exemple. Alors après, je pense qu'ils font déjà énormément de choses sur les questions de motricité. Ils y sont déjà sensibles. C'est dans le référentiel national d'accueil du jeune enfant, sur la question de la motricité libre, de laisser aussi l'enfant expérimenter, tout en étant dans un espace de sécurité, de laisser courir, sauter, etc. Après, au même titre qu'on parle de la question de ouvrir aux questions d'art, de musique, de théâtre, on pourrait très bien emmener des enfants à un match de basket, à aller voir aussi pour montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Et en fait, c'est pas une sous-culture, le sport. Il y a aussi une question Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas parfois? Bah, pour certains sports, le sport très populaire en France, c'est le foot, voilà, avec les millions que ça engrange, voilà, très différencié entre les hommes et les femmes. C'est le sport populaire par excellence. C'est un super sport. Enfin, au-delà de parfois les parents qui hurlent au bord du terrain, c'est un sport parce que ça développe du collectif, ça développe de l'endurance, ça développe de l'entraide. Après, il y a aussi des dérives dans le sport, mais comme dans n'importe quel endroit. Mais c'est un sport qui fédère. Et donc, il n'y a pas de sous-sport. Et les sports, ils disent aussi quelque chose de la classe sociale. Les classes sociales supérieures, elles font de la danse, de l'escalade, de l'équitation, certains types de sports. Et le foot, il sera plutôt associé sur des classes populaires. Parce qu'il y a moins d'équipements, il y a moins d'engagement financier associé à ça c'est sûr. Il y a une question du coût des licences et des fédérations qui sont propres à chaque fédé. Et puis après, il y a un coût du type de sport. Je vais donner un exemple très personnel, mais qui est une réalité. Là où je suis, il y a un club d'escrime. Pour un enfant de 6 ans, c'est 600 € à l'année. Voilà. Et moi, mon fils fait du VTT. Voilà, c'est ce qu'il veut faire. C'est 190 € à l'année. Il faut acheter un vélo. Ouais. Voilà. Alors, après, on peut commencer avec un vélo d'entrée de gamme. Mais rien que le coût de la licence est différencié. Et après, il y a le coût de l'équipement. Et après, c'est la question du temps. Parce que faut réussir à emmener ton enfant. Il faut avoir du temps pour l'emmener. Il faut aller aux compètes. Etc., etc., souvent pour les clubs de foot. Comment tu amènes les professionnels aujourd'hui que tu formes, qui vont construire les gamins de demain? Comment tu les amènes à avoir cette conscience-là? Comment ils peuvent se saisir de cette question-là? Tu sais, on parle des familles, c'est hyper important, c'est la coéducation, c'est tout ça, mais comment toi, en tant que formatrice, tu arrives à faire prendre conscience de ces questions-là aux professionnels pour qu'ils puissent le transmettre, en fait? Tu sais, on parle d'assistants sociaux, mais les éducateurs sont aussi dans les mêmes questionnements. Je pense qu'il faut aussi le prendre sur la question de l'égalité et de l'égal accès, quel que soit le genre, à n'importe quel sport. Et du coup, c'est par ce prisme-là pour moi que je peux rentrer. Je ne vais pas dire aux étudiants, dites aux enfants qu'il faut faire du sport et aux parents qu'ils fassent du sport, etc. Même si personnellement je le pense. Mais plutôt sur la question d'un égal accès à toutes les pratiques sportives, quel que soit le genre. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que aujourd'hui, tu trouves que les études montrent qu'il y a une différence au niveau des sports. Je pose la question, pas naïvement, parce que je sais un peu c'est quoi la réponse, mais j'aimerais ça t'entendre particulièrement là-dessus. Parce que les questions de genre, elles ont une répercussion après sur les femmes et les hommes adultes plus tard. À la fois chez les petits garçons, ça construit, c'est aussi des bastions de construction de la masculinité, de la virilité, de ce que doit être un homme. Voilà, ce que doit être un bonhomme, quoi, même, on va dire ça comme ça. Et sur les petites filles, ça construit des corps. On doit avoir un port de tête, on doit correspondre à un certain typologie du corps féminin.
La question aussi de la place dans l'espace public. Ouais. Bah non, je vais pas courir de nuit parce qu'il y a un risque dans l'espace public. Bah non, je vais pas aller dans une salle de muscu parce que je me sens pas à l'aise et je me sens exposée. Ouais. Toute la question du regard, etc. Et ça se vit adulte, mais ça se construit dès l'enfance. Si dès enfant, on revient à cette petite fille, voilà, Ouais. avec ce qu'on voit sa culotte, en vrai, elle met un cycliste en dessous, qu'importe, on voit sa culotte, c'est pas grave. Ouais. Bah, on demande à cette petite fille déjà de correspondre à un idéal de ce que doit être la femme de demain, quoi. Enfin, Ouais, d'un corps et de comment je dois me tenir. Sexualisation aussi. D'une sexualisation et de comment je dois me tenir dans l'espace public. Et c'était quoi le début de la question? Mais- Sur la question des pratiques sportives différenciées. Ouais. C'est parfait. Parce que la réalité, c'est que dès 4 ans, il y a une différence Ouais. et elle s'accentue au fur et à mesure des années. Ouais. Et à la fin, il n'y a que 33% des filles qui font du sport et 51% des garçons chez les 6-12. Et du coup, il y a déjà une différence de corps, du corps, de la pratique, etc. Et puis, c'est pas ces conséquences après quand on est adulte. Ce que je disais hors caméra tout à l'heure, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité en France, chez les femmes, c'est l'AVC. C'est une femme toutes les 7 minutes. Voilà, sur la question de la prise en charge, sur la question du sport, etc. Ouais, et aujourd'hui, dans les plusieurs études, enjeux, les enquêtes nationales, elles restent, elles bougent pas trop. C'est-à-dire que c'est toujours les hommes qui font plus de sport versus les femmes. C'est toujours les petits garçons qui font plus de sport versus les filles. Et du coup, bah, c'est pas sans conséquence sur et la construction des corps et aussi la santé au sens global. Il y a une vigilance, selon toi, pour les professionnels à avoir, des professionnels que les professionnels devraient avoir, je vais y arriver, sur cette question de genre et de l'accès au sport. Donc, même à un petit enfant, de faire attention ou d'être dans une inclusion ou dans une égalité de propositions, d'activités, de choix. Ou en tout cas des rappels à l'ordre. Mhm. Je pense que les professionnels de la petite enfance, ils sont formés et ça fait partie de la formation, notamment chez les éducateurs, éducatrices de jeunes enfants, sur les stéréotypes de genre. Ouais. De manière très simpliste, le bleu, c'est pas que pour les garçons, le rose, c'est pas que pour les filles, c'est très simpliste, mais on va insister aussi sur la question des jouets, du mimétisme, etc. Et il y a quand même une focale là-dessus, et aussi sur la formation continue pour les gens qui sont déjà en poste, etc. Mais on le perçoit peut-être pas de manière aussi importante sur les questions du corps et sur les questions des pratiques sportives. Je pense que les professionnels, elles en ont conscience sur... elles vont pas dire à un petit garçon, bah non, je joue pas à la poussette avec un petit bébé. Elles vont le laisser jouer sur du prendre soin, du care, du mimétisme, etc. Mais elles se poseront peut-être moins la question sur la question du mouvement ou du rappel à l'ordre sur un petit garçon, il doit être comme ça, une petite fille, elle doit être comme ça. Et c'est pas, je leur jette pas du tout la pierre. On a tous été, on est tous des êtres de socialisation. Du coup, on a grandi dans des environnements, on nous a formés. Et même si moi, j'ai fait des études de genre, bah, j'ai aussi des stéréotypes de genre. Je ne serai jamais déconstruite totalement. Je ne pense pas qu'on peut l'être. Et du coup, c'est difficile de s'en défaire ou de se rendre compte de ce qu'on dit dans le discours. C'est de normer en fonction aussi du genre une petite fille, un petit garçon. Et c'est très difficile, ça. C'est dans le quotidien de se rendre compte que bah oui, on va laisser faire ce petit garçon en termes de, je sais pas, il va faire 4 roulades, 3 roues et 2 poiriers. Et puis la petite fille, on va lui dire, bah non, en fait, fais attention à ta jupe ou mets-toi à cette place où tu vas te blesser ou monte pas si haut, etc. Qu'on dira peut-être pas moins spontanément à un petit garçon. Et ça le construit déjà. Parce que c'est le comportement attendu quand tu fais pas attention justement à ton biais, à toi ou en tout cas. Et après, c'est la question de la place. C'est très visible. Vous prenez le métro à Lyon. Aujourd'hui, qui prend la place dans les métros? Et c'est un classique. Alors, les étudiants, ils rigolent quand je dis ça. Je dis, bah, regardez comment, qui prend la place dans l'espace public. Les hommes, ils ont les jambes écartées, comme ça. Je suis dans le mimétisme. Et nous, on est là, petite souris, en train de pousser tranquillement sa jambe pour avoir un peu plus d'espace. Parce que nous, on nous a appris, on nous a habitués, on a incorporé que nous, la place qu'on prend, elle est minime et on doit la rester minime parce qu'on n'est que des femmes. Et il ne faut pas déranger. Et si on dérange... On rentre dans une toute autre question, quand même, qui est reliée aussi au féminisme. Bien sûr. Puis, je ne veux pas qu'on aille nécessairement dans cette direction-là, trop en profondeur, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que ces luttes-là sont gagnées, sont faites. Il n'y a plus de travail à faire à ce niveau-là. Ce qui est complètement
aberrant. Là, tu sais, Oui. je veux dire, il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement de normes Oui. qui sont intégrées, de biais qui sont intégrés, qu'il y a encore du travail à faire. Puis, mais je vais vous dire merci de travailler activement à ça, parce que c'est tant qu'on ne sera pas dans ces dynamiques-là, où est-ce qu'on accepter nos différences, mais reconnaître, de sortir des stéréotypes, puis ben, on n'avancera pas aussi loin qu'on est capable d'aller. Oui, je pense qu'en fait, il y a aussi un prisme, alors je ne sais pas si c'est français, mais si on prend un championnat sportif comme les Jeux Olympiques, Ouais. il y a eu des évolutions, notamment par exemple, pour accéder pour les femmes à la boxe. Voilà, au début des années 2000, où les femmes ont pu accéder à la boxe, Ouais. etc. Il y a des sports, à l'inverse, qui ne sont toujours pas accessibles aux hommes. Par exemple, la GRS. Il n'y a pas de GRS homme sur les Jeux Olympiques. Gymnastique rythmique sportive. Ouais, c'est parfait. Au même titre qu'en France, il y a toute une campagne pour que les petites filles fassent des sciences, Ouais. des mathématiques, Oui. voilà, il y a moins de femmes dans les métiers scientifiques. Mm. On ne fait pas une campagne du prendre soin chez les petits garçons pour devenir des EJE, pour devenir des assistants de service social, pour devenir des éducateurs, éducatrices spécialisées, des infirmiers, etc. C'est-à-dire qu'on fait d'un endroit, c'est-à-dire, et c'est très bien, de faire une campagne pour les petites filles pour leur montrer que c'est possible et que voilà, elles peuvent aller vers ces métiers-là, mais on ne fait pas l'inverse. Ouais. Et du coup, on ne dit pas aux petits garçons du prendre soin, et pourtant le care, c'est fondamental dans notre société. C'est fondamental en petite enfance, mais c'est fondamental pour toute la vie. Est-ce que tu considères qu'au Québec, c'est un peu différent? Est-ce qu'on est à des différentes positions dans cette réalité-là? En fait, c'est moins patriarcal au Québec. Et du coup, Je c'est vais plus migrer au Québec. patriarcal. Je vais migrer au Québec. Bientôt. C'est moins patriarcal, c'est plus matriarcal pour le coup. Puis il y a la place de l'homme est plus installée quand même s'il y a encore des luttes, tu vois, à mener en fait. Hein, mais la place du papa notamment est beaucoup plus. T'as un papa qui s'en va plutôt au travail pour prendre soin de son enfant. Il y a personne qui va lui dire "Eh oh Paul, tu dois rester là, ok." Mais alors que ici en France, je crois que même si ça fait un petit moment que je suis partie du Québec, de la France, mais c'est de moins en moins parce que c'est pas parce que par Ouais, exemple exactement, un professionnel qui dit je vais prendre le congé parental, j'irai pas dans les détails, mais si c'est la mère qui le prend complet, elle va avoir un 12 mois. S'il le partage, bien évidemment ça peut être un peu n'importe comment, mais le maternité genre de 15 semaines. Fait que le père peut prendre 40 semaines, disons. Puis un professionnel qui va dire je prends la moitié du congé, les gens vont ça va être accepté, c'est compris, c'est accepté, tout est dans un milieu plus la construction, au milieu du... Où il y a plus d'hommes. Oui, définitivement. Là, il y a une petite résistance de mais pourquoi tu fais ça? Je comprends. Il y a comme une incompréhension de dire mais c'est ta femme qui va s'occuper de l'enfant? Ouais, non, c'est mon enfant aussi. Fait que il y a comme il y a des progrès qui se font dans certains milieux, puis il y a d'autres milieux où est-ce que c'est encore bien installé. Mais là, il faut rattacher aussi aux questions de classe sociale. À certains endroits et à certains espaces, ça sera très accepté et très voire valorisé. Ouais. Oh, c'est super, ou un peu... dans certains endroits, il a changé une couche, c'est super. Ouais. Bah, en fait, moi, j'en change tous les jours des couches. Ça fait 3 mois que j'en change matin, midi et soir. Tu vas pas le glorifier, lui donner une médaille parce qu'il a changé une couche. Voilà, donne-moi-en une plutôt à moi qui fait ça depuis 3 mois, qui allaite, etc., qui dort pas la nuit. Et il y a d'autres endroits où effectivement ça sera pas du tout compris, voire mais compris. Mais même dans des, moi j'ai un petit exemple où on fait tous les deux du sport avec mon compagnon. Je pars faire du ski de randonnée, donc du ski où ça demande un engagement. Je laisse mon fils à mon conjoint et je pars avec des collègues à lui. Et ils me disent mais d'un air très méprisant, mais alors ton compagnon il fait la nounou? J'ai dit en fait il garde notre fils au même titre que lui il est sorti 2 semaines avant en ski, chacun son tour quoi. Ouais. Mais sur quelque chose de très méprisant parce que c'était lui qui gardait, donc lui il a le droit d'aller faire du sport, mais moi j'ai pas le droit d'aller faire du sport. Et je me suis dit vraiment faut que je trouve des copines plutôt pour les sortir que des hommes. Mais voilà, on revient à qui garde et qu'est-ce que ça signifie. Et du coup, on revient à la question, alors ça c'est pour les adultes, on a un peu dérivé, mais la réalité c'est que les choses, les normes, elles s'incorporent très tôt, au même titre qu'on incorpore les normes du bonjour, merci qu'incorporent les enfants,
du respect d'un certain nombre de règles qu'on apprend dès le début de la crèche, de vivre ensemble. Les questions de sport, de place, de culture, etc., elles s'incorporent dès le début. Et on met la focale sur l'art et la culture, c'est très bien, mais mettons aussi la focale sur une pratique sportive. Pour moi, en tout cas. Tu vois, tu pensais que tu n'avais pas grand-chose à dire. Et moi, je pense que c'est quand même déjà bien intéressant, en fait. On va attendre sur la fin. On a comme toujours une question qu'on aime poser, en fait, à la fin des podcasts. C'est des épisodes du temps qu'on partage avec nos invités. Mais c'est toi qui la poses d'habitude. C'est parfait. S'il y avait une information clé ou une pratique clé, que ce soit des éducatrices ou des gestionnaires de garderies, de crèches, s'il y avait juste une chose à ressortir de l'intervention que tu as eue avec nous, de la discussion, ce serait quoi l'élément clé pour toi, pour les gens qui nous écoutent? J'en donnerais 2, enfin j'en donnerais 3 même, à 3 niveaux différents. Ouais, je triche. C'est quoi? Je pense qu'il y a la question d'être en mouvement tout le temps et de bouger, mais ça, je pense qu'ils le font déjà sur les questions de motricité libre, etc. Donc, je ne pense pas que j'ai à apprendre grand-chose, mais plus à continuer ou en tout cas à le relier à la question du sport pour que, une fois qu'il sort de la crèche, en fait, ça perdure après. Et sur les 2 autres choses, je pense qu'il faut inclure les familles, toujours. Et donc, il faut travailler, il faut monter des projets, imaginer des choses avec les familles pour sensibiliser à la question du sport. Alors, peut-être pas quand ils ont 3 mois, mais peut-être que quand ils vont arriver vers les 2 ans et demi, 3 ans, il y a des choses qui existent en termes de pratiques sportives, de bébés nageurs, baby gym en France, même des choses qui peuvent se développer à la maison. Et puis, la dernière, je pense, c'est du partenariat, en fait, avec le territoire, les clubs qui existent, les choses qui existent, l'existant, et de travailler le maillage pour promouvoir la question d'une pratique sportive. Pas besoin de réinventer la roue, juste à embarquer dans des organismes ou des organisations qui sont déjà en fonction. Très intéressant. Voilà. Merci Karine. Karine, je le rappelle, tu es formatrice à l'école Océlia. En fait, je vous encourage, ceux qui sont en France, en tout cas pour ceux qui sont au Québec, si vous voulez immigrer en France, vous pouvez retrouver… Ou venir en semestre international. Et oui, en fait, c'est ça. Très bonne idée. En effet, Océlia est très connectée à l'international et en fait peut avoir des partenariats. Je vous invite à aller sur leur site Océlia.fr, j'imagine. Voilà. L'idée, c'est d'aller… vous avez 3 sites, je pense, Lyon, Valence et Grenoble, de mémoire. Il y en a 4. Il y en a un qui a ouvert en Polynésie, en fait. Oui, c'est ça. En tout cas, allez voir sur leur site. Vous avez différentes formations en travail social et je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller vous nourrir aussi de leur formation. Je crois qu'ils vous proposent des formations aussi en ligne parfois. Je ne sais pas si toi t'en donnes, mais je suggère à Océlia de proposer à Karine d'en donner. Voilà, je vous invite à la rencontrer si vous allez sur Lyon. Pour l'heure, nous, l'épisode est terminé. On retrouvera d'autres intervenants qu'on a eu la chance de rencontrer pendant le congrès de Cultiver l'avenir qui a été organisé par Mangrove, par l'équipe de Mangrove. Merci encore 1000 fois d'avoir accepté, d'avoir dépassé la peur. Ça s'est super bien passé. Merci infiniment. Merci. Et puis, on vous retrouve bientôt au podcast ou ailleurs. Merci. Merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.